Bonsoir à tous, bienvenue sur Formule Campus, votre émission dédiée au sport mécanique sur les ondes de Radio GMT. Je suis Thomas Bordenave-Lago et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour ce nouveau podcast, un petit peu particulier, puisque on va en fait faire un format un peu plus différent, puisque c'est une émission hors série que nous allons vous proposer ce soir, puisque comme la saison est en stand-by, c'est la pause estivale, on a décidé du coup de faire une émission un petit peu hors série et on va donc débriefer la mi-saison de cette saison de Formule 1. À l'heure où nous vous parlons, nous sommes le mardi 2 août et vous pourrez retrouver ce podcast sur l'ensemble des plateformes de la radio Good Morning Toulouse dès demain et aussi sur YouTube puisqu'on va maintenant développer notre podcast sur YouTube Podcast. Avant de commencer plus en détail et de parler plus en détail du déroulé de l'émission, petit générique d'introduction. Victoire de Charles Leclerc en Italie. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Oh my God. What do you do? Et il va être historique ce pilote. L'ultime accélération, elle est là, elle est là. La victoire d'Esteban Ocon. C'est Fox. L'introduction de l'émission passée va me permettre de présenter mes deux acolytes qui vont m'accompagner au cours de ce podcast pour débriefer cette première partie de saison de Formule 1 avec Hugo et Louis. Messieurs, comment allez-vous? Oui, ça va, merci Thomas. J'espère que ça va pour vous. Ça va bien également pour moi et je suis ravi de partager ce moment avec vous et notamment ce nouveau format qu'on initie aujourd'hui, donc le fameux conseil, donc à la manière du conseil de classe, idée originale qu'on va essayer de rendre intéressant aujourd'hui. Je vais laisser Thomas expliquer un peu mieux les choses. Oui, donc juste avant pour rentrer un peu plus en détail sur, le déroulé de l'émission, à la base, nous sommes 4. Mathis, qui est donc, aussi, qui fait partie aussi de l'émission, n'a pas pu se joindre à nous, pour cette émission, donc on fera l'émission à 3. Et pour rebondir à ce que Louis disait, donc oui, un nouveau format un peu spécial avec, cette émission qui va prendre un peu la forme d'un conseil de classe où on va, débattre, sur, les différentes performances des écuries et des pilotes de ces écuries, au cours de cette première partie de saison. Juste avant, donc, on va passer au sommaire de cette émission. Donc, dans un premier temps, on va évoquer les actualités très rapides qui sont liées à la Formule 1 avec le rappel des 3 grands prix, les 3 derniers grands prix qui se sont déroulés avec l'Autriche, la France et la Hongrie. On évoquera aussi très rapidement, heu, tout ce qui se passe dans le monde de la Formule 1 avec, les annonces de la retraite de Sébastien Vettel et l'arrivée de Fernando Alonso chez Aston Martin. On passera ensuite à cette, partie, véritablement consacrée au conseil Formule 1, on va l'appeler, où on va débattre, de ce fait des différentes performances des écuries et des pilotes, au cours de cette première moitié de saison et puis on terminera par présenter le prochain Grand Prix de la saison qui sera par ailleurs, le Grand Prix de rentrée qui se déroulera fin août avec le Grand Prix de Spa-Francorchamps, pardon. On attaque de suite, sans lever le pied, avec la première partie et les actualités liées à la Formule 1. Alors, comme je vous le disais, dans le sommaire, on va très rapidement, rappeler, les podiums qui ont constitué les trois derniers grands prix, pardon, de Formule 1 avant la pause estivale. Donc, c'était l'Autriche sur le circuit de Spielberg, la France sur le circuit Paul Ricard et la Hongrie sur le Hungaroring. En ce qui concerne le Grand Prix d'Autriche, la malchance a lâché un petit peu Charles Leclerc puisque, l'écurie Ferrari a remporté le Grand Prix d'Autriche après la victoire de Carlos Sainz, en Grande-Bretagne. La malchance a donc du coup lâché Charles Leclerc puisque Charles Leclerc s'est imposé devant Max Verstappen sur Red Bull et Lewis Hamilton sur Mercedes. Une malchance qui cependant l'aura lâché uniquement pour un week-end puisque au Grand Prix de France, alors qu'il était largement en tête et qu'il avait une avance confortable, une erreur, sans doute de pilotage lui a coûté la victoire. Une sortie de piste à laquelle Max Verstappen a profité et ce dernier s'est donc imposé sur le tracé français devant les deux Mercedes, pardon, de Lewis Hamilton et de George Russell. Et en Hongrie, beh, tout simplement, on retrouve le même podium,
Verstappen devant Hamilton et Russell, malgré le fait que Charles Leclerc ait, à un moment donné, mené le Grand Prix. Mais encore une fois, on a eu malheureusement été témoin de la mascarade de l'écurie Ferrari, qui a fait un mauvais choix stratégique concernant les pneumatiques. On en reviendra un peu plus en détail dans la partie du conseil, mais une erreur stratégique qui a coûté de très gros points et qui a tout simplement coûté la victoire de Charles Leclerc euh, lors de la manche hongroise. Donc c'était le petit tour rapide des 3 derniers grands prix de cette première demi-saison, de cette première mi-saison. On va passer aux actualités qui touchent un peu plus en, en plus large, si je puis dire, sur le monde de la Formule 1, avec la semaine dernière une annonce qui a un petit peu surpris le paddock dans la mesure où on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit annoncée à ce moment-là, mais c'est tout simplement l'annonce de la retraite de Sébastien Vettel, qui court actuellement chez Aston Martin, le quadruple champion du monde allemand. Il a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il avait créé à cette effigie, plus précisément, spécialement pardon, pour cette occasion, qui avait créé donc, sur une page Instagram avec 2 messages en anglais et en allemand expliquant les raisons pour lesquelles il quitte la Formule 1 à la fin de la saison, qui nous permet bien sûr de revenir très rapidement en quelques statistiques sur la carrière du pilote allemand. C'est quand même 15 ans en Formule 1, puisqu'il est arrivé chez Sauber, où il faisait des piges à partir de 2007, chez Sauber de BMW. Il est ensuite passé par 5 écuries, Toro Rosso, avec laquelle il a remporté en 2008 son premier Grand Prix. C'était sous la pluie à Monza. Il est passé ensuite chez la grande sœur, Red Bull, avec laquelle il a remporté 4 titres consécutifs, à la fois pilote et constructeur, de 2010 à 2013. L'aventure s'est ensuite poursuivie chez Ferrari, où on lui promettait un petit peu le même destin que Michael Schumacher, mais le deal n'a pas eu lieu et Sébastien Vettel n'aura pas été couronné champion du monde chez l'écurie italienne, malgré les multiples occasions et des opportunités qui se tenaient à lui. Et fin 2020, il a donc rejoint l'écurie Aston Martin, qui est donc l'écurie qui a, entre guillemets, qui est passé après Racing Point. Et bon, pas grand-chose à tirer, si ce n'est qu'un podium au Grand Prix d'Azerbaïdjan en 2021. Un autre podium en Hongrie avait été effectué, mais il avait été déclassé pour irrégularité sur la voiture. À part ça, quand même, Sébastien Vettel, c'est quand même 53 victoires, pardon, au cours de sa carrière, la dernière remontant à Singapour en 2019, 57 pole positions, 38 meilleurs tours, et enfin, tout au long de sa carrière, 122 podiums. Donc voilà, un beau palmarès quand même pour le quadruple champion du monde allemand, même si aujourd'hui il ne joue pas dans la même four, hein, puisque la voiture ne lui permet pas forcément. Donc voilà, c'est quand même un très gros palmarès et un grand champion qui va quitter la grille dès l'année prochaine. Je voulais juste savoir, les gars, avant de passer sur le conseil, donc la partie générale, la partie centrale de cette émission, qu'est-ce que vous aviez à dire tout simplement sur Sébastien Vettel? Est-ce que cette annonce vous a surpris et qu'est-ce que vous retenez du passage du quadruple champion du monde allemand? Bah, j'étais pas finalement très surpris, je m'y attendais un peu. Je pensais plutôt que ça allait être la saison prochaine, comme même je pensais aussi pour Alonso qui finirait sur cette saison, sur la saison prochaine, et la saison prochaine aussi pour Hamilton. Donc bon, j'étais pas trop surpris parce que j'ai l'impression que ces trois géants de la Formule 1, ils sont vraiment sur la fin. Peut-être pas pour Alonso finalement. Mais sinon, oui, bon, Vettel, personnellement, voilà, comme voilà, j'ai 23 ans, c'est un peu avec son époque que j'ai vraiment découvert la Formule 1 quand il dominait et quand il dominait vraiment la discipline chez Red Bull. C'est quand je me suis vraiment pris de passion pour la Formule 1 à cette époque-là. Voilà, ça fait bien sûr, c'est triste de le voir partir, hein. C'était un excellent pilote. Il était jeune fougueux, il est devenu un peu vieux sage plus tard au fur et à mesure de sa carrière et donc voilà. C'est triste, mais c'est un pilote que j'adore, mais il faut laisser la place à la jeune génération, j'arrive. Ouais, je partage clairement ton avis, Hugo. Moi aussi, c'est la période où je me suis intéressé le plus à la Formule 1, où c'était un peu la porte d'entrée. Contrairement à toi, je n'aimais pas Sébastien Vettel au début parce que je supportais ce malheureux Fernando Alonso lorsqu'il était chez Ferrari, donc voilà. Mais après, évidemment,
il a rejoint l'écurie italienne, j'ai changé complètement, j'ai retourné ma veste, clairement. Faut savoir reconnaître ses erreurs. Et oui, c'est un grand pilote, un immense pilote, une légende. C'est comme tu as dit, c'est avec Hamilton et Alonso, c'est le troisième pilier de cette ère de la Formule 1 passée, on va dire. C'est la fin d'un chapitre en fait. Mais voilà, c'est surtout un grand passionné de Formule 1. S'il y a quelqu'un qui connaît la discipline, les détails, l'histoire, c'est bien lui. Et c'est un peu c'est plus qu'un pilote, c'est vraiment un témoin de l'amour du sport mécanique. Autre, en dehors du simple championnat, un peu, aujourd'hui un peu déguisé dans l'artifice, dans les projets économiques, etc. C'est vraiment, on retrouve en lui une certaine pureté du sport. Et c'est vrai que je m'en doutais, on s'en doutait que ça serait peut-être le clap de fin en fin de saison. Mais voilà, c'est quand même triste pour moi. Après, je pense que il suivra quand même de près les autres saisons, même s'il ne participera pas lui-même à ces dernières. Je pense qu'il sera notamment très proche de Mick Schumacher, puisque c'est un petit peu son mentor. Donc voilà. Et Oui, tout à puis, fait. je pense aussi également que Sébastien Vettel n'arrêtera pas totalement les sports mécaniques. C'est quand même un profil qui pourrait ou enfin, c'est le type de pilote que je pourrais, très bien voir, au volant d'une voiture, de type, prototype pour les courses d'endurance ou pourquoi pas faire les 24 heures du Mans. On sait qu'il y a plusieurs ex-pilotes de Formule 1 qui ont trouvé cette voie, pas d'échappatoire, mais qui ont, après leur arrêt, de carrière en Formule 1, qui sont partis en endurance. Donc pourquoi pas voir, Sébastien Vettel sur la grille de départ en WEC l'année prochaine? Oui, ou sinon en DTM aussi, il pourrait faire quelques piges en tant qu'allemand. Ou sinon même en bon ça c'est moins glorieux, mais en Extreme E, pourquoi pas. Donc, je le vois bien faire passer par là un petit peu. Sinon, moi je le vois pas trop continuer vu qu'il y a aussi cette question environnementale dans sa retraite, etc. Donc continuer les sports qui polluent comme ça, c'est un peu trop productif. Moi, je pense qu'il va continuer à courir, c'est sûr. Euh, mais, euh, mais oui, vers des catégories qui sont plus éco-responsables, tout ça. Et moi, je le vois bien justement dans tout ce qui est vraiment le tout-terrain, tout ça. Bon, pas le rallye tel qu'on le connaît, mais des disciplines comme ça. Je pense que je vois bien Vettel là-dedans. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, tu l'as précisé plus tôt. Je me rappelle plus trop le nom parce que je ne le regarde pas, mais oui, ça peut être intéressant. Eh ben, on verra bien où Sébastien Vettel posera ses valises pour découvrir de nouvelles catégories. Quoi qu'il en soit, comme le disait Hugo, c'est vrai que il est temps pour Sébastien Vettel de laisser place à la jeunesse. Et c'est pour ça que c'est Fernando Alonso qui le remplacera au volant de l'Aston Martin dès l'an prochain. Un contrat de plusieurs années. Donc voilà, le jeune Fernando Alonso va rempiler pour une énième saison dans la catégorie Rennes. Donc voilà, un champion du monde qui s'en va chez Aston Martin, mais un champion du monde qui le remplace. Donc voilà. Je crois que Fernando Alonso, il en a rien à foutre de la jeunesse, hein. Lui, ça a toujours été un tueur dans sa vie de course automobile et il continuera jusqu'à qu'il ait 50 balais, c'est sûr. Il ne laissera pas sa place à des jeunes, lui. C'était juste ironique, c'était pour souligner la place de la jeunesse, mais bon, au final, c'est un vieux briscard qui reprend le volant. Enfin voilà, c'était tout pour le petit point actualité Formule 1 et transferts qui ont un petit peu secoué le petit monde des sports mécaniques et en particulier de la catégorie Rennes ces dernières heures et ces dernières semaines. Et donc, on va de suite passer à la partie centrale de cette émission, qui n'est autre donc que le conseil. Nous allons donc passer à cette partie consacrée au conseil. Donc, on va expliquer très rapidement le déroulé de ce conseil à proprement parler. Au cours de cette partie, on va donner notre avis sur la mi-saison qui vient de se passer donc, durant ce championnat du monde de Formule 1, à la fois sur les écuries et bien entendu, y compris les pilotes. C'est un débat que nous avons organisé par ordre du classement constructeur. Donc, pour ceux qui ont écouté les émissions précédentes, on avait
lors des essais privés, notamment en début de saison, on avait commencé par la plus petite équipe et on avait fini par la fin. Et là, on a décidé de partir de l'ordre du classement constructeur effectué après le Grand Prix de Hongrie, du premier au dernier. Au cours de ce débat, vous nous verrez donc attribuer des notes et également des mentions et on va donc, à tour de rôle, heu, parler de ces différentes écuries et on va pouvoir aussi débattre, donner nos mentions également, compléter les informations et bien sûr donner nos notes concernant les écuries en question. C'est moi qui ouvre le bal avec, Red Bull tout simplement puisque Red Bull est à la tête du championnat. C'est l'écurie donc, vice-championne, en termes de constructeurs l'an dernier, mais écurie également du champion du monde en titre Max Verstappen. Leader du championnat avec, 431 points. Si je dois faire un petit peu un récap en fait de cette première partie de saison du côté de l'écurie autrichienne, je dirais dans un premier temps qu'elle avait démarré d'une assez mauvaise, pardon, manière, dans la mesure où, il y avait beaucoup de problèmes de fiabilité sur les voitures, sur les 2 voitures. On peut notamment penser à Bahreïn où, bah, les 2 voitures ont abandonné presque, pas simultanément, mais avec quelques tours de décalage. On peut également penser à l'Australie où Max Verstappen, qui était bien placé pour décrocher un podium, a abandonné sur problème mécanique. Et ces petits pépins ont un petit peu freiné, si je puis dire, au début, bah, la progression, de l'écurie autrichienne. Mais l'équipe a su corriger les problèmes et a su donc, pointer du doigt ce qui n'allait pas, a travaillé d'arrache-pied et a permis de rectifier le tir et ce d'une très bonne manière, puisqu'après l'Australie, beh, l'Australie et donc l'abandon de Max Verstappen, on a quand même retrouvé régulièrement les 2 voitures, heu, quasiment tout le temps dans le top 5, voire sur le podium. En termes de statistiques, l'écurie compte 9 victoires, donc on en a 8 pour Max Verstappen, 1 pour Sergio Pérez, qui est quand même assez emblématique puisqu'il a remporté sa seule et unique victoire pour le moment de la saison sur le tracé de la Principauté de Monaco. On va pas se mentir, le titre constructeur et pilote est quand même bien entamé, même si, Max Verstappen, à l'issue de la manche hongroise, a bien dit qu'on n'en était qu'à la moitié du championnat et que tout pouvait arriver. Mais c'est vrai que quand on voit l'avance prise par l'écurie Red Bull sur son dauphin, qui n'est autre que Ferrari et que Louis va développer davantage juste après, c'est vrai qu'on peut, pas on va pas non plus, mettre, les pieds dans le plat trop rapidement, mais c'est vrai que c'est quand même très bien parti pour que l'écurie, Red Bull, puisse faire, le doublé avec le titre pilote et le titre constructeur. Donc, pour moi, en termes de notes, ça sera un 18/20 puisque malgré les petits pépins qu'il y a eu en début de saison, la l'attitude, je dirais et le travail des 2 pilotes, en commun font que l'écurie est une véritable machine à gagner et presque irréprochable. Donc pour moi, ça sera un 18/20 avec une mention très bien et je ne doute que l'écurie va continuer dans cette progression, pour la deuxième partie de cette saison. Je ne sais pas ce que vous avez à rajouter, si vous partagez les mêmes avis que moi, messieurs, concernant l'écurie Red Bull. J'attends vos arguments. Oui, non, mais pour être rapide, il y a pas vraiment besoin de revenir, je suis d'accord avec toi. Je vais mettre la même note parce que à part, les petits pépins au début, sans eux, ça aurait été un 20/20 parce que des stratégies, toujours bien effectuées, pas de problème, ça écoute, les stratégies, il y a vraiment aucun pas trop de rivalité entre, Verstappen, Perez, pour moi, c'est ils ont le peut-être la meilleure voiture. Pour moi, c'est parfait, quoi. Red Bull, c'est le premier de la classe, tout simplement. Je lui donne également 18/20, c'est mérité. Voilà, comme vous avez dit, les pépins, les petits problèmes de fiabilité, mais c'est tout à fait normal. Bon, je pense que ça mériterait même pas d'enlever des points pour la fiabilité parce que c'est des choses qui arrivent. Mais franchement, puis l'état d'esprit, le calme, on prend les décisions, on agit, sans se précipiter. C'est souvent les bons choix, ça paye, ça maximise, y a rien à dire. Parfait. Donc au final, des notes, justifiées, donc 18/20, mention très bien pour, Red Bull, rien à dire, ce qui n'est pas le cas de l'écurie qui suit avec, l'écurie, du cheval cabré au cheval cabré si je puis dire, Ferrari, dont, Louis va nous raconter, les multiples déboires, qu'il y a eu dans cette première C'est partie ça. de saison. Je vais pas forcément rentrer dans les détails des malheureux événements,
Je pense que je vais juste faire un bilan assez grossier, mais voilà, bon, on a parlé du très bon élève, mais il est temps de parler du cancre. Euh, voilà, c'est ce que j'ai voulu résumer par la phrase, le cancre qui aurait pu devenir premier de la classe. Voilà, c'est le potentiel. Ferrari, c'est un potentiel gâché. Moi, je commence directement par la note, hein, chacun s'organise comme il le souhaite, mais moi, c'est un 6 sur 20 pour Ferrari. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un potentiel immense qui est gâché du tout au tout. Ils sont en train de détruire le moral de leurs pilotes, mais également de leurs fans à chaque dimanche, ou presque. Rappelons juste une toute petite statistique. Ferrari, cette année, c'est autant de podiums que Mercedes, avec une voiture qui est pourtant beaucoup plus exceptionnelle, qui peut-être, si on exagère un petit peu, la meilleure, ou du moins l'une des plus polyvalentes, des plus performantes, et seulement 4 victoires, si je ne me trompe pas. Vous me confirmez, oui, 4 victoires. Et pourtant, avec de multiples pole positions, un rythme de course incroyable. Et puis, il suffit de voir les tourmenés, ne serait-ce que par Charles Leclerc, qui présageait en fait pas une saison gagnée, mais une saison avec un peu de sérieux, avec une victoire, on va dire, à la fin une couronne largement possible. Bon, bon, je vais quand même parler des petits points positifs parce qu'il y en a quand même. Donc déjà, le premier, c'est une très bonne voiture, rapide, polyvalente. On en a déjà parlé. C'était déjà évident déjà aux essais hivernaux. 10 pilotes qui sont à un niveau plutôt très bon, voire exceptionnel. Bon, Sainz, il a connu un début de saison plus timide, il avait un peu de mal à s'adapter à la voiture, mais finalement, il a pris ce temps d'adaptation et au final, il est plutôt bon, il a du rythme, etc. Il est relativement agressif. Leclerc, moi, je le considère majestueux, mais attention, euh, des erreurs, on l'a dit à Imola, on l'a vu ce week-end, donc pas ce week-end, excusez-moi, en France avec cette erreur terrible à la mi-course. Donc, est-ce que c'est le fruit d'une certaine frustration ou est-ce que c'est simplement un manque d'expérience ou la pression de jouer le titre qui a fait commettre des erreurs assez pénalisantes pour le monégasque? Bon, les moins, ils sont nombreux. Déjà, les arrêts au stand, je vais commencer par, on va dire, le moins évident, mais les arrêts au stand, ils sont souvent mauvais ou très lents, hein. Même s'ils tiennent le record, je crois, de rapidité cette saison, globalement, il y a souvent des erreurs. C'est rare où il y a un dimanche où tous les arrêts au stand se passent de manière assez fluide. Bon, le point le plus qui vient noircir le tableau, c'est les stratégies. Les stratégies sont foireuses. Elles ont manqué de nombreuses opportunités de victoire, des points gâchés. Monaco, là, c'est encore ce dimanche. On a un personnel qui semble n'écouter que l'informatique, comme disait Jacques Villeneuve. Ils font que confiance aux data et ils en oublient le bon sens et même de regarder ce qui se passe ailleurs, quoi. Donc c'est vraiment dommageable. C'est dommage parce que ça sabote notamment donc le travail des pilotes, mais également donc des ingénieurs qui ont bien travaillé cet hiver. Et ils n'assument pas, moi ce que j'appelle ça, ils n'assument pas leur statut d'écurie, jouant le titre. Ils laissent battre leurs pilotes en piste, ce qui est c'est une chose respectable, mais on a vu ces dernières années avec le cas de Mercedes et auparavant de Red Bull que quand on joue le titre, il est préférable de choisir un leader et de maximiser la performance, de ne pas pénaliser celui qui joue le titre. Et ça n'a pas été forcément le cas cette saison. Leclerc aurait pu récupérer des points assez facilement si Sainz avait le jeu. C'est pas le choix de Ferrari, c'est respectable, je comprends, mais ça va pas les aider. Donc quelques pistes d'amélioration pour moi pour pour ce deuxième semestre, donc cette deuxième partie de saison. Il va falloir, je pense, penser au personnel. Il va falloir changer des hommes à la tête de la stratégie du cheval cabré. Peut-être être plus audacieux, moins conservateur sur les stratégies et faire preuve tout simplement d'un minimum de bon sens. Travailler la fiabilité, bon ça c'est quelque chose d'évident, mais c'est bon de le rappeler. Et voilà, surtout l'organisation humaine qui aujourd'hui fait largement défaut. Est-ce que des têtes vont tomber dans les prochains jours ou slash les prochains mois? À voir, mais je pense qu'il y en a bien besoin. Donc je rappelle la note 6 sur 20. Pour Leclerc, pour moi, c'est un 17 sur 20. 3 points pour les erreurs qu'il a commises, mais il est quand même
malgré le contexte difficile qu'il doit affronter, il est quand même très performant et il est très combatif. Et je lui donne un 15 sur 20 à Sainz parce qu'il progresse, il démontre de très bonnes choses et il y a un plus pour l'écurie, je pense. Voilà, voilà. Donc je sais pas si vous êtes d'accord avec mon bilan ou si vous nuancez un peu plus les choses, mais pour moi, c'est un bel échec. Oui. Après moi je mettrais plutôt voilà un 10 sur 20 parce que voilà, je pense quand même qu'ils ont la meilleure voiture par rapport aux années précédentes. Ils ont quand même fait un énorme boulot. Tout ce qui est, les ingénieurs et tout, à l'usine. Aussi pour les pilotes, parce que encore à la dernière course en Hongrie, Leclerc a montré, à quel point il est bon et à quel point, il devrait pas être, si loin au championnat si Ferrari ne foutait pas tout en l'air, hein, c'est sûr. Sainz aussi, je le trouve très bon. Bon, il a un cran au-dessous par rapport à Leclerc, mais ça reste du très bon. Et donc voilà. Par contre, pour les points négatifs, il faudrait rajouter, je pense, 2 petits détails. C'est d'abord, comme on t'en parlait, les stratégies. Surtout, il y a quand un ordre est donné, on a l'impression que c'est plus une suggestion du pit, des gens au pit, du pit wall. Parce que ça discute, ça discute. Moi, je me souviens de Sainz, on lui dit, c'était en France ou auparavant, je ne sais plus, ou en Espagne, je sais plus. Et où on lui dit, il faut que tu laisses passer Leclerc, et il dit non, je vais. Alors, ça fait plusieurs tours qu'on lui dit qu'il est moins rapide que Leclerc, il dit non, non, je vais faire un tour de plus. Ça montre déjà c'est tout bête, mais pour moi, ça montre un problème dans la hiérarchie. Parce qu'en pilote, on lui dit, normalement, on voit ça chez Red Bull, on dit à Perez, tu laisses passer Verstappen, on n'entend pas parler. Ça, il dit des fois que c'est injuste, mais c'est tout. Mais il le fait directement, on ne part pas du temps à faire, à discuter. Ils passent leur temps, on a Ouais, l'impression tout à qu'ils fait. passent leur temps à discuter, c'est insupportable, hein. Ils n'arrivent pas à se concentrer sur la course, ils font que parler, c'est un truc de fou. Et aussi, un autre point négatif, c'est Binotto. Sur sa communication, je trouve totalement honteuse, mais de plus en plus. C'est vrai que ça a été au fur et à mesure de l'année. Déjà, ça a mal commencé quand il a dit qu'il ne faisait pas le titre. Ils sont là pourquoi sur la piste, on ne sait pas. C'est pas pour jouer le titre. Et là, récemment encore, ça continue toute l'année avec il dit n'importe quoi souvent. Là, ça a encore après le Grand Prix de Hongrie, où il s'est fait, à ce qui paraît, des rumeurs disent qu'il s'est fait engueuler en pleine course par le président et le vice-président de Ferrari. Et après la course, il va dire qu'il n'y a aucun problème, alors que leurs stratégies ont encore coûté au moins un podium à Leclerc. Et non, il n'y a pas de problème. Maison brûle, mais il n'y a aucun problème. C'est un peu comme, je sais pas si vous voyez le mème du chien qui tient une tasse de café dans sa maison qui brûle. Il dit Everything's fine, tout va bien. J'ai l'impression que c'est totalement ce qui se passe. Et moi, j'ai peur que Binotto, pas peur, j'aimerais bien plutôt même, Binotto il parte avant la fin de l'année. Et c'est relativement drôle parce que tu réévalues ma note 10 sur 20, mais tu donnes des arguments encore plus négatifs. Donc c'est Et ça que ouais, tu mais vois ce que je veux dire? Bon, ouais, mais je pense ça que le reste poids quand de la même. voiture et du pilotage fait quand même, je leur mettrais. Oui, oui, bien évidemment, mais bon, je pense qu'on juge peut-être la façon d'exploiter cette voiture et ça reste quand même un très mauvais bilan et c'est dommage. Moi, juste pour compléter, alors petite correction, Binotto a dit en interview, vous, enfin, pas que tout allait bien, mais que c'était la faute de la voiture ne fonctionnait pas. Alors, si la voiture ne fonctionnait pas, je pense que Charles Leclerc n'aurait pas été en mesure de faire la performance et la quasi remontée qu'il a fait sur George Russell et l'avance qu'il commençait à prendre. Donc, c'est vrai que Ah, là, mais Il a quand quand il même dit que précisé que il n'y avait pas besoin de changement chez la Scuderia. voilà, pas de problème chez Il a dit Ferrari, ouais. qu'il n'y avait aucun problème et donc ça ne méritait pas de changement. Il y a une sorte de déni d'équipe. Alors, comme tu as souligné, Hugo, il y a un manque de discipline dans l'écurie parce que Binotto ne sait pas cheffer. Et ensuite, deuxième problème, voilà, la communication qui est une calamité. Et voilà, et ensuite, il y a un déni général sur les capacités de l'équipe. après, je pense, pour terminer, bon, je pense qu'il devrait nettoyer un peu plus ses carreaux d'une lunette plus souvent pour voir après que l'écurie est tout simplement en train de couler, serait un très gros terme, mais voilà, c'est en train de se, de se manger de son intérieur et voilà, c'est dommage quand on voit vraiment, comme tu l'as souligné, le potentiel de la voiture.
et des pilotes tels que Charles Leclerc qui ont une attitude mais vraiment irréprochable. On ne peut pas critiquer l'attitude de Charles Leclerc. On ne peut rien dire sur lui parce que, mis à part, OK, quelques erreurs, il fait le job parfaitement et au final, bah, c'est, le pit wall, qui lui ruine, qui lui saccage, les courses avec des stratégies mais que même à l'école de stratégie, on n'enseignerait même pas. Donc, c'est vrai que enfin, école de stratégie, c'est une expression, mais c'est vrai qu'arriver à ce niveau-là, c'est plus acceptable, c'est plus tolérable et même je ne sais pas si vous avez lu, ou entendu ou vu parler des quotidiens italiens. Les quotidiens italiens ont vraiment pris ça comme une affaire dramatique. On a même conseillé à Mattia Binotto de ne pas lire la presse italienne le lendemain de la course parce qu'il y avait des quotidiens italiens, notamment la Gazzetta dello Sport, qui, heu, comparait ça à un désastre, à vraiment, une situation où le bateau coule, quoi. Alors qu'apparemment, everything is fine, comme dirait Hugo, est le même, pour Mattia Binotto, tout va bien, mais le bateau est en train carrément de couler. Donc, c'est vrai que là, il y aura vraiment des choses à changer et pour que les choses s'améliorent dès la manche d'ouverture, à Spa-Francorchamps. Mais bon, on va passer, sans transition directement à la troisième force du plateau, qui n'est autre que Mercedes. Donc, c'est l'écurie, championne constructeur l'an dernier et qui compte parmi ses rangs donc le septuple champion du monde Lewis Hamilton et hem, la l'étoile montante, hein, de la discipline George Russell, troisième du classement avec 304 points. Si je devais faire une comparaison, ça serait un petit peu, alors c'est peut-être exagéré, mais un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres dans la mesure où on a eu quand même un début de saison très compliqué. C'était la première fois, où, depuis très longtemps, on voyait l'écurie Mercedes autant, je dirais, galérer. Pas dans les premières places ou alors lors de avec, l'appui de circonstances de course, notamment le premier podium de Lewis Hamilton à Bahreïn, qui a un petit peu aidé grâce aux abandons des 2 Red Bull. Lewis Hamilton a eu donc un peu plus de difficultés à s'adapter à cette voiture. On l'a vu plusieurs fois en difficulté au cours du début de saison. En Arabie Saoudite, il ne passait pas la Q1. À Imola, il s'est fait prendre un tour par Max Verstappen, donc ça fait un petit peu mal au moral. Hem, comment pourrais-je dire? Avec un bilan qui était, à contraster avec George Russell qui lui, avec une voiture assez compliquée, faisait des merveilles tout simplement. Puisque, si on regarde l'ensemble des grands prix qu'au Grand Prix de Hongrie, à part le Grand Prix de Grande-Bretagne où il n'est pas rentré dans le point puisqu'il a abandonné, George Russell est absolument dans le top 5 à tous les grands prix. Donc voilà, c'est une superbe, courbe de constance. Mais, Lewis Hamilton a pu quand même rectifier le tir puisque, avec le travail fourni, en interne et les différentes améliorations qui ont été apportées sur la voiture et ben, les 2 pilotes ont pu permettre à l'écurie Mercedes de remonter en puissance et d'une manière assez importante, se battant pour le podium et même pour la victoire. Puisqu'on va pas se mentir, hein, la pole position de George Russell est un signe que la voiture est compétitive sur un circuit un peu plus sinueux et qu'on peut compter sur elle pour la victoire, puisque même George Russell a mené pendant pas mal de temps le Grand Prix de Hongrie. Si on regarde un peu plus en détail sur les statistiques, et on a 6 podiums pour Hamilton, 5 pour Russell. Donc là, on peut vraiment dire qu'il y a vraiment un duo solide qu'on retrouve peut-être pas forcément, chez Red Bull notamment, même si ça reste une très grosse équipe, que Pérez n'a pas à peu près le même nombre de podiums qu'on peut retrouver, dans l'écurie, Mercedes. Donc voilà, on a quand même un duo assez solide et qui pousse et qui met vraiment tout en œuvre pour pouvoir, pousser l'écurie, dans ses retranchements et revivre, heu, remettre plutôt, si je puis dire, l'écurie, Mercedes, à sa place, c'est-à-dire, au top. Donc, concernant la note, d'ensemble, hein, je dirais, je mettrais un bon, un bon 15/20 avec une mention bien et je dirais même mieux, enfin, je dis une mention bien avec encouragement puisque vraiment, l'écurie qui était un petit peu en difficulté au début de saison, tout simplement, travaille parfaitement et je n'ai aucun doute que l'écurie pourrait, regoûter à la victoire, d'ici peu. Donc voilà, un bon 15/20 avec mention bien et encouragement. Je ne sais pas si vous partagez, la même opinion, si on pouvait peut-être monter un peu plus la note? Non, mais je suis extrêmement d'accord avec toi, surtout j'aurais pas mis cette note il y a quelques courses, par exemple, avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan et tout, la première moitié de la saison qui a été écoulée, j'aurais pas du tout mis cette note, mais c'est vrai que là récemment,
Ils montrent qu'ils sont toujours solides. Après, voilà, j'aurais mis 14, 15 juste encore par rapport à des déclarations de Toto Wolff. Au début de saison, passer son temps, s'excuser auprès de Lewis Hamilton pour la voiture, alors que Russell faisait des bons résultats derrière, et ça, je trouvais ça vraiment choquant, et même irrespectueux pour Russell. Mais bon, maintenant, ça, ils sont passés à autre chose, et je trouve vraiment que le duo est très solide, il y a une bonne ambiance, beaucoup mieux que ce que j'aurais imaginé, mais peut-être c'est le cas. Comme ils doivent se battre pour avoir des bonnes places et ils ne jouent pas le titre, peut-être que ça aide. Et en tout cas, voilà, le duo marche bien et je suis très content. Ouais, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis quelqu'un de généreux, donc j'aurais donné un 16. J'aurais donné un 16 parce que, comme j'ai dit Hugo, avant l'Azerbaïdjan, c'était difficile. Là, on voit là où ils en sont. Il y a une réelle progression. Ça a travaillé fort. Les pilotes, les ingénieurs, les stratèges, tout ce que vous voulez. Ça a bien travaillé. Donc, moi, je dis, les efforts, ça doit être payé. Donc, c'est sur la masterclass. Je pense que je suis heureux parce que ça promet une deuxième partie de saison intéressante, même si Red Bull a pris suffisamment d'avance pour avoir, on va dire, un petit matelas justement pour aller chercher le titre constructeur. Mais je pense que ça va nous pimenter un peu les courses d'avoir une écurie comme Mercedes avec deux excellents pilotes qui vont être là pour se battre, pour aller chercher de meilleures places. Et donc, je m'en réjouis. Ça peut clairement, tu as raison de dire, même si Red Bull a pris une avance assez importante, Mercedes peut tout simplement revenir au niveau de Ferrari et même les dépasser si, Tout à les fait, c'est performances possible. de C'est possible. ouais, ouais, si des performances de l'écurie italienne restent comme celle-ci et bah, des faits de course qui ne sont pas à l'avantage de l'écurie italienne peuvent être au contraire à l'avantage de l'écurie allemande et donc être la deuxième force du plateau à terme, à l'issue de cette saison. Donc on va trancher la poire en 2, on va mettre 15,5, voilà, 15, 16, 14, on va mettre 15,5 avec, donc du coup, une belle progression de la part de l'écurie allemande et bah, on leur souhaite de continuer ainsi. Quatrième force du plateau, écurie à moitié française, à moitié anglaise, Alpine, avec, Louis qui va donc, nous dresser le bilan, en résumé bien évidemment, de de cette première partie de saison pour l'écurie franco-britannique. Oui, Alpine, c'est plutôt une bonne surprise cette saison. On les pensait un petit peu en difficulté au début, mais finalement c'est assez classique, on va dire. C'est assez stable. C'est pas des grands coups d'éclat, mais ils font le travail. Moi, je les qualifie de Alpine lentement mais sûrement. Je vais m'expliquer. Moi, je leur donne la note de 14 sur 20. C'est peut-être un peu trop généreux, je pense. Donc c'est une écurie qui avance petit à petit, mais qui progresse. Et c'est ça qui compte. Moi, je leur ai même accordé la mention bien. Je vais m'expliquer. Bon, pour moi, les plus, c'est des très bons pilotes. Pour moi, l'un des meilleurs duos de la grille. Ça ramène des points. C'est peut-être un petit peu timide le dimanche en qualification, mais le rythme de course de la voiture plus la combativité des pilotes, notamment Alonso, permet de ramener des points quasiment à chaque week-end. Ocon, pour moi, c'est il avait fait une super saison l'année passée, mais là, il montre qu'il vient il vient de monter une marche en plus. Ocon, quasiment le meilleur des autres, si on exclut Norris. C'est un leader d'écurie en devenir pour moi. Il s'affine par l'expérience. Franchement, il me fait très bon effet. Ensuite, ils ont expérimenté pas mal de stratégies en course. J'ai l'impression que c'est un peu une saison un peu laboratoire pour eux. Et c'est une bonne chose parce qu'ils ils visent pas voilà, ils sont pas dans la situation de Mercedes de jouer les victoires très prochainement. Donc, ils peuvent se permettre d'apprendre, faire ce travail de former une équipe, etc., de parfaire un peu les stratégies pour l'avenir. Et c'est une très bonne chose. Et l'écurie, elle paraît très saine, très détendue jusqu'à présent. Bon, on va voir si ça va changer avec l'annonce de Fernando Alonso de quitter l'écurie pour Aston Martin dès la saison prochaine. Mais jusqu'ici, pour cette première moitié de saison, bonne ambiance, un bon esprit d'équipe et ça, c'est que du bonus.
Et aussi, moi, ce que je note, c'est qu'enfin, on a une écurie qui ne se surestime pas. On n'est plus dans l'ère Renault avec des ambitions démesurées. On va jouer le titre dans 3 ans, qui n'était pas tenable. C'est un projet nouveau, qui est sans prétention, donc c'est une très bonne chose. Il y a quelques mois, donc oui, des stratégies, j'ai dit un petit peu ambitieuses, qui, bon, c'est parfois raté. Bon, celui qui joue ne peut pas perdre, mais comme il joue, des fois, ça marche pas à tous les coups. Mais bon, alors, je pense que c'est quelque chose qu'on peut pardonner. La voiture, elle a certaines faiblesses sur certains tracés. Elle manque un peu de polyvalence. Le manque de fiabilité. Heu, beaucoup, beaucoup de soucis mécaniques, qui ont fait perdre beaucoup de points, notamment à Fernando Alonso. Ce qui permettrait aujourd'hui à Alpine d'avoir un petit matelas face à McLaren, ce qui n'est pas le cas. Donc, rien n'est joué pour la 4e place. Il va falloir vraiment, maximiser les points sur la 2e partie de saison. Par contre, moi, je le nuance parce que l'honnêteté. Laurent Rossi, dès le début de la saison, a dit: «On a choisi la performance pour telle ou telle raison. La fiabilité, ce sera pas ça. On va travailler ça dans les prochains mois». Mais du fait d'avoir été honnête, c'est déjà une super chose. J'en reviens à, voilà, on n'est pas dans des objectifs démesurés, on est honnête et c'est une très bonne chose. Euh, pour la suite, euh, pas mal d'incertitudes du coup par rapport au départ d'Alonso. On est un peu dans les heures qui suivent cette annonce, donc on va pas forcément rentrer dans les détails, mais pour donner quelques pistes, je pense, d'amélioration, la fiabilité, bien évidemment. Il va falloir comprendre les faiblesses de la voiture pour la corriger de l'année prochaine, parce que quand on veut jouer le titre, parce que c'est un petit peu l'ambition d'Alpine sur le long terme, c'est qu'il va falloir qu'elle soit quasiment très bonne, voire excellente sur tous les tracés. Donc pas seulement les tracés urbains ou autre chose, non. Il faut qu'elle soit polyvalente, cette voiture, donc il va falloir repérer ses faiblesses. Et ensuite, il faut que Ocon confirme ce rôle de leader de l'équipe pour asseoir sa légitimité, pour ensuite aller chercher des victoires et pourquoi pas un titre un jour. Et surtout, ce que je leur souhaite, c'est d'arriver à battre McLaren dans cette seconde partie de saison, à enfin dépasser le plafond de verre de cette 4e place qu'ils n'ont pas pu accrocher ces 2 dernières années. Donc je leur souhaite. Et pour les pilotes, pour moi, c'est un 18 sur 20 sur Ocon, je vais pas revenir sur les raisons. Et Alonso, un 16 sur 20, un peu malchanceux, mais toujours très combatif, toujours très impressionnant ce garçon. Euh, voilà, qu'en pensez-vous? Peut-être un peu trop optimiste sur les notes, mais pour moi, c'est que du bonus, quoi. Bah, disons, ouais, sur les notes, peut-être, je trouve, je trouve un peu trop gentil. Mais sinon, globalement, oui, je suis d'accord. C'est surtout, je suis surpris qu'il soit, on va en parler après, mais devant McLaren, et ça, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'ils peuvent aller au bout, finir avec cette belle 4e place. Je suis plutôt content d'Alpine, moi. Euh, Quand je regarde les autres saisons, je trouve que c'est vraiment le meilleur début de saison qu'ils aient fait. Ils sont assez constants malgré les problèmes de fiabilité, hein, que Louis a souligné. Moi, je suis plutôt content aussi pour Esteban Ocon parce que il apprend de Fernando Alonso et on le voit un peu plus libre, notamment lors des différentes passes d'armes qu'ils ont eues entre eux. En Arabie Saoudite, hein, notamment, on le voit un peu plus titiller un peu Alonso, ne pas faire comme il faisait un petit peu au début, c'est-à-dire laisser un peu de place pour pas s'accrocher. Là, on voit vraiment qu'il se laisse pas faire et que voilà, il veut défendre sa place et que si la personne veut le doubler, ben, il va falloir jouer un peu des coudes. Donc c'est vrai que je trouve ça pas mal de la part de. Ouais, voilà. Ouais, Il- il se révèle clairement cette saison, sur son côté agressif que je trouvais qu'il lui manquait. Et juste, tu fais très bien d'en parler parce que c'est un petit point négatif que j'ai oublié d'évoquer. C'est super, du coup, ces batailles en piste, c'est toujours la régalade devant l'écran. Par contre, parfois, ça fait perdre des points à l'équipe, notamment en Arabie Saoudite et encore ce week-end en Hongrie, où sympathique bataille, mais on perd du temps et les autres peuvent en profiter, notamment Daniel Ricciardo en Hongrie. Bon, Daniel n'a pas pu concrétiser ses points, mais attention, dans la deuxième partie de saison, euh, il va falloir peut-être faire des choix, mais est-ce que du coup le départ de Fernando Alonso va pas un petit peu faire peser la balance en faveur du français? Je pense que c'est un peu évident. Je pense que oui, effectivement, il y aura peut-être, notamment sur les améliorations, on privilégiera peut-être un peu plus Esteban Ocon, puisque comme il va rester dans l'écurie,
plutôt un peu plus se diriger vers lui pour travailler. Les améliorations seront pas trop mises sur la voiture de Fernando Alonso. Après, pour revenir sur les batailles, oui, c'est vrai que d'une part, c'est bien puisque, l'aspect d'agressivité qui manquait à Esteban Ocon, se met de plus en plus en évidence. Donc c'est bien parce que, du coup, il montre que, tout simplement, il faut faire attention à lui dans le sens où, voilà, il va pas se laisser faire pour le gain d'une position. Après, oui, dans le point négatif, bien sûr, c'est vrai que pour nous, spectateurs, c'est beau à voir. On voit qu'il a la hargne et tout et qu'il veut rien lâcher. Mais voilà, comme tu l'as bien souligné, en Hongrie, la petite bataille entre les 2 voitures, françaises, a profité à Daniel Ricciardo qui les a passées, même s'il n'a pas pu, concrétiser ses points. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, mais je reste quand même je reste content. J'espère qu'ils vont continuer dans cette perspective-là. Tu mentionnais, McLaren, c'est Hugo qui va tout simplement nous en parler. Hugo qui va d'ailleurs, parler des 2 prochaines écuries, donc, il continue ce classement avec, McLaren et puis, un peu plus tard, l'écurie, italo-suisse, Alfa Romeo. D'abord, McLaren, c'est un peu une écurie qui a une saison très contrastée, j'ai l'impression. Déjà, juste les pilotes, on a Norris d'un côté et Ricciardo de l'autre. Norris qui est je trouve très solide. C'est quand même le seul pilote hors des top 3 écuries qui a un podium. C'est pas rien, et en plus il avait mérité. Et il fait des points régulièrement, constamment, des gros points. Et il sauve la 5e place de McLaren parce que d'un autre côté, on a Ricciardo qui a une saison très difficile. Donc il avait loupé les essais hivernaux au début et n'arrive pas à confirmer du tout. Et peut-être là, il est actuellement, on va pas s'avancer trop, mais peut-être il est sur la porte de sortie finalement en 2023 alors qu'il avait été confirmé plus tôt dans l'année. Donc voilà, on a Norris à 78 points, qui est 7e, Daniel Ricciardo a seulement 19 points. Derrière, Kevin Magnussen sur sa Haas, 12e. Et donc voilà, déjà ça, il y a un gros problème dans le pilotage de Ricciardo. Et c'est ne pouvait pas se faire ça parce que si il avait le même niveau que Norris, il serait évidemment beaucoup plus haut. Côté de la voiture aussi, voilà, il y a beaucoup de contrastes. Il y aura des circuits où on va plutôt bien marcher et d'autres, ça va être une catastrophe. Ça vraiment, ça va dépendre du circuit. Il n'y a pas vraiment de logique, j'ai l'impression, sur la voiture des fois. Ensuite aussi, sur les stratégies, des fois, on va avoir des courses avec des très bonnes stratégies. Des fois, on va voir encore, comme ça peut être le cas les années passées, avec des disaster class, hein, pas des masterclass pour le coup, l'inverse. Et donc voilà, c'est un problème. Il y a un problème, j'ai l'impression, dans la régularité. Sinon, je vais mettre quand même un 12 parce que bon, pas besoin d'être trop méchant. Je trouve quand même il faut une saison correcte. Et il faudrait quand même qu'ils arrivent à choper cette 4e place d'Alpine, mais j'y crois pas trop actuellement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous? Je pense que, voilà, on a d'un côté, comme tu le soulignes, un Norris qui a eu un peu plus de facilité à s'adapter sur la voiture, contrairement à Daniel Ricciardo qui, quand même, il faut le rappeler, même si on l'avait déjà évoqué, il a été un petit peu bloqué avec le Covid, donc il n'a pas pu rouler, heu, suffisamment, lors des tests privés qui sont réduits maintenant à 6 jours. Donc il a fallu qu'il s'acclimate avec la voiture, mais ça a été beaucoup plus long que prévu. Il marque des points, mais voilà, c'est vrai que c'est pas le Daniel Ricciardo qu'on a connu avant. Heu, Moi, je pense que voilà, la note de 12, est enfin, j'aurais mis la même note, je pense, avec une mention encouragement quand même parce que malgré un début de saison, on va dire, catastrophique, hein, parce que quand on voit au premier tour à Bahreïn 2 McLaren, dans le fond de grille, ça surprend, hein, quand, on voit les 2 années précédentes où, il y avait quand même une certaine dynamique, avec une écurie qui était capable de se battre pour des podiums et des victoires. Ça choque un peu, mais oui, 12 avec encouragement et j'espère que Daniel Ricciardo va pouvoir, démontrer, dans la deuxième partie de cette saison qu'on peut compter sur lui et qu'il va pouvoir ramener des gros points parce que, un titre constructeur, ça se base sur 2 pilotes et c'est sûr que Lando Norris ne pourra pas à lui tout seul, heu, aller chercher des gros points. Il faut quand même, les 2 pilotes, pour viser donc, cette 4e place, heu, la chipper à Alpine. Voilà, comme je le souligne, il faut vraiment que les 2 pilotes soient dans la capacité de marquer des points et donc j'espère vraiment que
que Daniel Ricciardo sera à la hauteur et aura l'opportunité de marquer ses points. J'ai pas grand-chose à dire sur Lando Norris parce que bon, on sait jamais, voilà, on sait que Daniel Ricciardo a été aussi par le passé en difficulté. La victoire en Italie montre que, bon, même si certains disent qu'il y a eu des consignes d'équipe, qui peut être vrai d'une certaine partie, d'un certain côté, pardon, il a quand même gagné, donc ça montrait qu'il était toujours là. Même lui, il a dit I never left. Donc voilà. Mais voilà, j'encourage vraiment Ricardo à continuer ses efforts. Il faudrait qu'il soit plus constant. Et après, pour Lando Norris, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que il fait ce qu'il peut avec la voiture et il fait du mieux qu'il peut et il le fait bien. Donc voilà. Une note méritée avec des encouragements. Voilà, il n'y a plus qu'à regarder du coup et voir ce qui se déroule dans les prochaines manches. Sans être méchant avec Ricciardo, je pense quand même qu'il est plus proche de signer un contrat en IndyCar que de mettre des gros points avant la fin de la saison. C'est mon avis, mais Non, mais après, c'est juste, enfin, le but, c'est pas non plus de le descendre et tout, mais voilà, on sait qu'il y a des pilotes dans le passé qui ont été dans une position un petit peu de difficulté et qui ont d'un seul coup eu un regain, je dirais pas de motivation, mais qui ont eu un déclic et après, ils ont pu faire de bonnes performances. Donc, j'espère que ça sera le cas pour Daniel Ricciardo parce que c'est pas quand même un pilote, c'est pas un mauvais pilote, hein, il a su le démontrer quand même, notamment quand il était chez Red Bull qu'on pouvait compter sur lui. Il a même gagné des courses. Donc voilà. Donc moi, j'essaye toujours de relativiser dans le sens où ben, un pilote comme lui peut rebondir. Mais c'est vrai qu'au vu de la première partie de saison, c'est vrai que ça va être difficile, mais pas impossible. Donc à voir. Non, mais je pense que vous avez fait le tour à tous les deux. Il n'y a rien à rajouter. 11-12, c'est très bien. Et je suis plutôt d'accord avec Thomas. Laissons-lui une dernière chance parce que c'est peut-être cette dernière chance qui va jouer la suite de sa carrière. Et bon, il mérite pas non plus directement la porte de sortie, hein. Mais on va voir, on va voir. Regardons ça avec attention dans les prochains mois. Exactement. Nous verrons wait and see, comme disent nos homologues britanniques. Concernant Alfa Romeo, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette écurie? pour moi, elles sont très très bonnes. Parce que après ces essais hivernaux, moi j'étais pas du tout confiant envers Alfa Romeo. J'avais même peur, moi qui adore Fred Vasseur, j'avais même peur que cette saison soit la dernière et qu'il la finisse même pas. Avec leur sixième place, 51 points et des gros points de prix avec un bon petit matelas d'avance sur As. Moi, je pense que vraiment, ils ont une meilleure saison qu'ils pouvaient espérer eux-mêmes. Malgré des courses, 4 courses les 4 dernières courses, ils ne marquent pas de points. Bon, ils ont vraiment pas eu de chance certaines fois. Je pense quand même qu'ils vont pouvoir sécuriser cette sixième place avec d'abord un Bottas qui, en fait, on redécouvre, j'ai envie de dire, le Bottas de chez Williams avant qu'il aille chez Mercedes. C'est-à-dire avec des voitures, même si chez Williams, il avait quand même une meilleure voiture certaines fois, ça reste un Bottas voilà, solide, toujours là, à mettre des bons points, à faire des bonnes courses. Pas flashy ou quoi que ce soit, mais c'est solide et ça c'est du Bottas. Et ensuite, New Joe, voilà, moi je n'y croyais pas du tout. C'est un Latifi bis, simplement un pilote payant. Il a fait 4 ans en Formule 2 pour finir troisième pour son meilleur résultat. Et finalement, bon, il a marqué seulement 2 fois des points cette année, 5 en tout, exceptionnel, mais je trouve qu'il a toujours été extrêmement solide pour un rookie. Je me dis, personnellement, je pense pas que Théo Pourchaire aurait fait mieux cette année, par exemple. Donc, moi, je pense qu'il mérite sa place. Ça me fait mal de le dire, hein, j'adore Pourchaire. Il mérite sa place, Joe, de rester l'année prochaine. Pour moi, il n'y a pas de doute. Ou si je devais mettre une note, j'ai presque envie de dire même mieux que McLaren, un 13. Parce que par rapport au budget, par rapport à l'année dernière et aux ambitions, je trouve qu'ils sont pas très bien. Moi, j'étais un peu moins inquiet que toi. Bon, c'est vrai que quand on avait vu les deux dernières saisons avec Giovinazzi et Raikkonen, c'est vrai qu'on avait un petit peu euh, des craintes, hein, puisque
les résultats n'étaient pas si bons que ça, hein, avec un Kimi Raikkonen qui était plus proche de la retraite et qui roulait comme un hobby, comme il le dit dans la série Netflix. Mais c'est vrai que j'étais agréablement surpris. Après, voilà, le facteur nouvelle réglementation a fait que tout le monde partait, entre guillemets, sur une feuille blanche et que les écuries qui étaient en difficulté heu, pouvaient retourner leur veste et enfin, pas retourner leur veste, mais pouvaient redorer leur blason avec cette nouvelle réglementation. C'est une super transition d'ailleurs par rapport à la prochaine écurie que je vais évoquer, As. Et c'est vrai que vraiment on voit un Valtteri Bottas qui est tout simplement content, heu, comparé à quand il était chez Mercedes. On lui laisse vraiment un libre champ d'action et c'est vrai qu'au début de la saison, il se battait vraiment pour les points. Après, la voiture n'est pas, comment dire? Adaptée pour tout type de circuit, donc c'est vrai que sur certains circuits, il y a un peu plus de difficultés. Moi vraiment, chapeau à Valtteri Bottas qui a vraiment réussi à se à se conforter dans une nouvelle écurie, à faire son petit cocon et à montrer, de très belles performances avec cette voiture. Et Guanyu Zhou, même s'il a eu un début de saison un petit peu compliqué, il montre aussi qu'on peut, même s'il a marqué des points lors de la première manche, on sait qu'on peut compter sur lui. C'est un très bon deuxième pilote. Mis à part la pirouette qu'il a eue à Silverstone, heu, il roule bien, il casse pas la voiture, il y a aucun problème, donc voilà. Donc franchement oui, bon bilan de la part, d'Alfa Romeo. J'aurais mis la même note, j'aurais mis peut-être, 14, enfin, j'aurais peut-être mis 13, on va dire 13 avec des encouragements, dans la mesure où j'aimerais bien voir, continuer, progresser, l'écurie, italo-suisse. Je ne sais pas si Louis, tu as quelque chose à rajouter Non, sur Alfa Romeo avant de. non, pas OK, nécessairement. très bien. Et je pense que OK, 13, c'est une note qui est méritée. C'est très bien. OK, très bien. Encouragement. Du coup, on va passer à la prochaine écurie, qui n'est autre que As. Alors, on va pas se mentir, heu voilà, l'année dernière, début 21, As c'était vraiment la risée du championnat, 2021. Je veux pas être méchant, mais c'était complètement garé. La voiture n'était pas compétitive du tout, avec des jeunes pilotes en apprentissage. Je pense notamment à Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Mazepin, qui a à plusieurs reprises endommagé la voiture, fait des têtes à queue, côtoyé les bacs à gravier. Donc on avait vraiment une écurie qui n'était heu, pas bonne du tout, mais qui comptait sur l'année 2022 tout simplement pour rebondir. Les malheurs de l'écurie se sont un petit peu poursuivis en début d'année 2022 parce que, elle a été elle a dû faire face à des problèmes qui ne sont pas liés à la Formule 1, mais à des problèmes géopolitiques avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, heu, le conflit, entre l'Ukraine et la Russie, l'écurie américaine qui était sponsorisée par un sponsor russe. On a dû donc enlever ce sponsor russe. Nikita Mazepin a perdu son contrat. Heu, on a remplacé sur le pouce, Nikita Mazepin par Kevin Magnussen. Ils arrivent à Bahreïn, il y a l'avion qui tombe en panne, ils ont la moitié des pièces, donc enfin voilà, c'était un petit peu le comedy club. Et puis, dès le premier Grand Prix de la saison, Haas a mis tout le monde d'accord. Il y a eu une énorme claque qui a été mise par l'écurie américaine, avec une 5e place d'entrée pour Kevin Magnussen, qui n'avait pas roulé depuis, presque, 1 an. Heu oui, puisqu'il n'avait pas roulé en 2021. Il était là, à ce moment-là, en plein dans le programme, endurance développé par Peugeot. Donc il ne roule pas depuis 1 an. Il arrive, il claque une 5e place. OK, pourquoi pas? Heu, c'était assez surprenant. Des points également en Arabie Saoudite, où on a pu voir également une As doubler une Mercedes. Qui l'aurait cru l'an dernier? Absolument personne. À Imola, il a aussi marqué des points. À Silverstone également et en Autriche. Ça, c'est pour Kevin Magnussen. Son coéquipier, Mick Schumacher, a eu un poil plus de difficultés. On sait que c'est sa 2e saison à temps plein, donc il apprend toujours. Il a eu des difficultés, par rapport à Magnussen pour s'adapter à la voiture. Il a eu plus de sorties de route que son coéquipier. On peut noter 2 accidents particulièrement importants, hein, celui des qualifications en Arabie Saoudite et celui en course à Monaco où, sa voiture s'est tout simplement coupée en 2. Donc voilà, c'était peut-être des événements qui auraient pu lui faire perdre, de la confiance en lui. Il y a même beaucoup de journaux qui ont dit: «Ouais, voilà, Schumacher, c'est pas bien sûr, on peut pas comparer, mais bon, par rapport à son père, il n'est pas aussi bon, il faudrait qu'il parte de la F1», tout ça, tout ça. Au final, il a carrément fait fermer, le clapet à certains de ses
ses détracteurs, puisque en Autriche, enfin, si je le fais dans l'ordre, à Silverstone et en Autriche, il a débloqué le compteur de ses points en Formule 1 avec une huitième place à Silverstone, derrière Max Verstappen, quand même, au coude à coude, et une sixième place en Autriche, qui montre quand même que au fur et à mesure, Mick Schumacher va monter en puissance et sera en mesure de se battre plus régulièrement pour inscrire des points à condition que la voiture lui permette. Mais quand on a vu les très belles performances au début de saison de Haas, on ne peut que louer les avantages de cette voiture et donc ainsi inspirer de nouveaux points avant la fin de la saison à Abu Dhabi. Donc, je dirais qu'en fait, l'écurie travaille bien. Elle a une voiture qui est à peu près, alors le mot est peut-être fort, mais potable. Je dirais plutôt une voiture à peu près bonne qui peut, selon les conditions de course, s'introduire et marquer des points. On l'a vu donc, comme je le rappelle, au cours de ces différentes courses, Bahreïn, Abu Dhabi, pardon, Bahreïn, Arabie Saoudite, Autriche, Grande-Bretagne, enfin j'en passe. Elle est actuellement septième du classement avec 34 points devant AlphaTauri que, que Hugo pardon, va nous évoquer du coup tout de suite après. Et donc pour moi, j'ai mis une mention bien avec encouragement parce que je voudrais quand même que cette écurie continue à progresser après les 2 années de galère qu'elle a connues. Et j'ai mis une note globale de 14 sur 20. Donc voilà, 14 sur 20 avec encouragement. J'espère que l'écurie américaine continuera ainsi. Euh, je me tourne vers vous. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon avis? Oui, oui, plutôt, le 14 sur 20, 13-14, ça me paraît juste. Les pilotes sont oui bons, Mick qui se révèle un peu plus cette saison. La voiture, elle est saine. Bon, on va voir au niveau des améliorations à venir, parce que ça, c'est un petit peu un défaut de Haas, c'est d'arriver avec des améliorations qui, au final, ne sont pas des améliorations. Donc, on va voir pour cette deuxième partie de saison. Mais l'idée, c'est voilà, continuer à grappiller des petits points lorsqu'il y a des opportunités, etc. Faire évoluer la voiture pour essayer à défaut de jouer les premières places, s'ancrer assez durablement dans le midfield, être une force qui compte et ne pas régresser. C'est surtout l'objectif, je pense. Moi, je mettrais peut-être pas quand même autant. Je mettrais dans les 12. Que oui, bon, bah, c'est sûr. Parce que par rapport surtout à la note d'Alfa Romeo, je trouve qu'ils font une meilleure saison qu'eux. Voilà. Magnussen, heureusement qu'il est là quand même. Il a mis des gros points d'entrée. Ça a beaucoup aidé. Et après, il y a voilà, le manque de développement de la voiture aussi. Des fois, des stratégies qui ne sont pas très bonnes, on va pas se mentir. Mais sinon, ça reste solide. Et surtout, moi, j'aime beaucoup voilà, que Mick Schumacher, depuis qu'il a mis ses premiers points, aussi des bonnes qualifs, on a l'impression qu'il se révèle. Il fallait une saison et demie peut-être, comme ça lui a pris en F3 ou par exemple, pour se révéler. Donc moi j'espère simplement que ça va continuer comme ça, parce que j'ai l'impression que si ça avait été comme en 2021, ça annonçait peut-être la fin de Haas et je pense que des résultats comme ça pourraient sauver l'écurie. Je pense clairement que ça peut sauver l'écurie, ça va faire du bien, notamment au moral, aux mécaniciens, comme je vous disais, qui après 2 années de galère, voient que, leur voiture, elle fonctionne et donc comme tu le disais, c'est vrai que commencer le championnat avec une cinquième place, ça permet, d'engendrer, des points et on sait que les points, ça rapporte de l'argent, hein, en Formule 1 et donc utiliser cet argent pour faire des modifications. On sait que, pour la Hongrie, ils ont un petit peu copié Ferrari, mais Günther Steiner a dit que, copier et il avait largement raison, copier, c'est pas gagner. Il a largement raison dans le sens où, même si, Ferrari a une très bonne voiture, il gagne pas. Donc voilà, sur ce point-là, il avait raison. Donc voilà, moi j'attends de voir ce que nous propose l'écurie américaine, lors de cette deuxième partie de saison. J'ai bon espoir. Je pense qu'il y a moyen de voir de belles performances de la part de l'écurie et de Kevin Magnussen et Mick Schumacher. Il reste 3 écuries et c'est Hugo qui va donc, parler de ces écuries avec, AlphaTauri, Aston Martin et Williams qui sont donc, les 3 derniers de la classe, si je puis dire. On commence avec, AlphaTauri donc, je te laisse évoquer le cas d'AlphaTauri, Hugo. Contrairement à leur voiture, je vais aller très rapidement, si je puis dire, c'est que, voilà, c'est pas beau, hein. C'est pas beau à voir comparé à des saisons, les 2 saisons précédentes où c'était moyen, même dans le haut
midfield, etc. Là, ils prennent un peu la place d'Alfa Romeo, j'ai l'impression, des années précédentes. Compliqué, même Gasly, qui est censé être extrêmement solide. Il y a des courses pour lui, c'est un énorme calvaire. Tsunoda, il est quand même, j'ai l'impression, meilleur que la saison dernière, mais toujours un petit. Il manque comment dire, de constance. Et, il va faire des bons week-ends et des extrêmement mauvais. Gasly, j'ai l'impression qu'il fait pareil. Il a fait une 5e place récemment en Azerbaïdjan, mais après, et depuis, très dur. Des fois, il sort pas de Q1 ou de Q2 et il a du mal à en sortir, ça c'est sûr. Seulement 27 points. Derrière As, récemment, la tendance montre que As marque des points contrairement à AlphaTauri, donc peut-être la 8e place, voire la 9e si Aston Martin continue à mettre des points par-ci par-là. Donc c'est pas très bon, je vais être plutôt dans les 6 parce que ce soit les pilotes, la voiture et les stratégies, même les pit stops, et cetera, c'est pas très bon. Pas du tout même. Moi, je partage, évidemment ton avis. C'est vrai que, bah, comparé aux 2 années précédentes où on avait vu une écurie, capable de faire des coups d'éclat, notamment avec la victoire à Monza et le podium en Azerbaïdjan en 2021. Ben là, on trouve une écurie, je dirais pas mauvaise parce qu'ils marquent quand même des points, mais on retrouve un petit peu la même situation avec un Pierre Gasly, qui, bon, comparé à Yuki Tsunoda est meilleur, qui porte l'écurie malgré le fait que Tsunoda marque des points, mais qui porte l'écurie et qui arrive à court de solutions et qui, voilà, la voiture n'est pas bonne, même s'il arrive à faire des coups d'éclat, bah, la voiture n'est pas bonne et il sait pas comment dire? Voilà, il se retrouve dans la même situation, voilà. Il se retrouve dans la Comment même réagir situation que moi, face il à ne trouve pas les ouais. mots, je pense. Voilà, on arrive dans un moment où, ben, à force d'essayer, on ne trouve pas de solution et c'est dommage parce que ben, quand on voit le talent de Pierre Gasly, on voudrait qu'il mérite un peu mieux. Enfin, pas très français ce que je viens de dire, pardon, excusez-moi, mais il mérite mieux, qu'une AlphaTauri, sachant qu'on sait qu'il a re-signé pour 2023. Voilà, c'est compliqué. Alors peut-être que l'écurie travaille déjà sur l'année prochaine et c'est une bonne enfin, peut être une solution comme, l'a fait As l'an dernier pour cette année. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un petit peu peineux. J'ai un peu de peine de voir, Gasly, hem, un petit peu galérer au au volant de son AlphaTauri. Quand on regarde le talent, et les prouesses qu'il a pu faire, avant, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, pour reprendre Max Verstappen, la saison n'est pas terminée et les coups d'éclat peuvent encore arriver, donc c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et du coup, on passe aux deux derniers, élèves de la classe, Aston Martin. Donc tu vas nous en parler, Hugo, vite fait et j'ai fait un petit lapsus, excusez-moi, c'est Williams, par rapport à Williams, c'est Louis qui va nous évoquer le bilan de la mi-saison de l'écurie, britannique. Donc oui, Aston Martin, ils ont eu un début de saison quand même très difficile, les 3 premières courses. 0 points, c'était vraiment dur, la voiture, elle donnait pas très envie. En plus, Vettel avait eu le covid et avait raté les premiers week-ends, remplacé par, Hülkenberg qui n'avait même pas fait d'essai avec la voiture. Compliqué, puis ils ont réussi à faire un peu plus marcher, des fois de manière un peu opportuniste en fonction des faits de course, à faire un peu marcher leur voiture. Ils mettent des points de temps en temps, surtout Vettel, bon, par son expérience qui arrive à assurer les points quand il faut, au bon moment, ça prendre les bonnes opportunités. Bah, la voiture n'est pas exceptionnelle, stratégie et cetera, c'est voilà, il y a pas non plus de coups d'éclat, de paris risqués des fois, c'est rare, j'ai l'impression et voilà, c'est par rapport à l'époque de Racing Point, voilà, où bon, ils avaient copié Mercedes et cetera, mais ça mettait des gros points, ça avait eu une victoire. C'est quand même, tombé bien bas Aston Martin et ça reste pas non plus espérant. Un 8 sur 20 me paraît, justifié pour l'écurie. Moi, j'aurais mis, 9.
Voilà, 9. C'est vrai que pareil que pour moi, pareil qu'AlphaTauri, à part quelques apparitions dans les points de la part de Vettel, il y a pas grand-chose à tirer de d'Aston Martin. Quand on voit les moyens, bon après là, c'est un peu différent parce qu'il y a le cost cap, donc c'est vrai que les moyens ne sont pas aussi démesurés qu'avant, mais quand on voit quand même l'argent qui est mis dedans, on voit une voiture qui avait un potentiel possible, c'est vrai que c'est décevant et même en copiant un petit peu la Red Bull comme ils l'ont fait à Barcelone, on voit que les résultats sont pas là, quoi, donc ouais, c'est un peu décevant et ça fait mal au cœur de voir un quadruple champion du monde comme Sébastien Vettel, batailler, notamment sur les tours de qualification, prendre, des risques un peu plus que prévu pour décrocher un temps et au final, c'est que le 17e temps. C'est vrai que ça fait mal de voir un quadruple champion du monde partir de la 17e place. Donc je peux comprendre aussi que ces résultats-là font partie de la justification de son choix d'arrêter sa carrière. Donc voilà. On souhaite beaucoup de courage, à Fernando Alonso pour l'année prochaine, à part s'il y a un changement drastique, hein, ça peut arriver, hein, mais voilà. Je suis assez déçu de la première partie de saison d'Aston Martin. On verra bien ce que nous réserve la deuxième partie, mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Louis, du coup, c'est toi qui vas clôturer ce conseil avec, l'écurie, Williams. Oui, alors pour Williams, ça n'a pas été facile de leur donner une note parce que bon, je leur ai donné un note de 10 sur 20 parce que j'ai pris en compte les années précédentes. Je m'explique. C'est, c'est ni mauvais ni bon. Williams sont donc derniers du championnat avec seulement 3 points. La voiture n'a pas de rythme. Bon, c'est une voiture ratée, on va pas se le cacher. Mais c'est pas non plus la situation catastrophique des dernières années. Donc pour moi, les plus, c'est quand même, du coup, ils font des paris audacieux qui payent parfois. Donc ce qui permet de contrebalancer cette voiture qui est un peu nulle part. Albon, pour moi, il fait plutôt un honorable retour en Formule 1. On le voit parfois en qualif, il se défend plutôt bien avec cette voiture. Donc des points obtenus assez rapidement. Ils n'ont pas mis non plus 10 grands prix avant d'obtenir des points. Bon, c'est seulement 3 points, c'est négligeable, mais c'est déjà un bon début. Euh, voilà, il va falloir, je pense, cet hiver, revoir peut-être complètement cette voiture parce que sont pas du tout partis dans le bon concept, je pense. C'est dommage parce que c'était une opportunité de revenir un petit peu dans le milieu, quitter, tourner la page, on va dire, de cette période où Williams c'était un petit peu, on va dire, la récurrente dernière du championnat. Donc c'est un moment manqué, mais bon, rien n'est terminé. Donc voilà, j'ai dit dans les points négatifs, la voiture suffisamment performante, excusez-moi. Pour moi, l'un des points qui les désavantage aussi, c'est Latifi. Latifi, c'est un bon pilote, mais peut-être pas de monoplace, tout simplement. Il est vraiment pas au niveau, il est pas rapide, il est pas fiable. Voilà, et hormis l'argent qu'il apporte à Williams, il occupe une place qui serait peut-être utile pour un pilote plus prometteur. Mais bon, l'argent est roi et c'est pas forcément si simple. Donc pour Williams, il va falloir faire des choix pour l'avenir. Travailler, travailler et peut-être que ça paiera un jour, je pense. Mais oui, tu veux Non, pardon, réagir, mais Hugo? Oui, vas-y. oui, c'était juste, moi je suis quand même déçu. Je mettrais moins que 10. Parce Oui, que, moi, si on devait simplement juger, je pense que ça mériterait peut-être un 7, voire moins. Mais je trouve que c'était tellement moins catastrophique que les années précédentes que je me suis dit, bon, allez, un petit point de plus. Mais oui, ça reste un mauvais bilan, c'est non, mais certain. c'est surtout que par rapport à depuis 2019, j'ai l'impression qu'ils étaient sur une pente ascendante qu'en 2021. Et là, j'ai l'impression voilà, que j'avais des espoirs, ça continue, même les essais hivernaux, ils montraient un petit peu que ça pouvait avoir de bons résultats. Finalement, j'ai l'impression qu'ils sont moins bons qu'en 2021, finalement. Ça, c'est dommage. Je Oui, pense oui, oui, qu'avec le oui. nouveau management et tout, ça serait mieux, ça continuerait à aller vers le mieux. Et là, finalement, on redescend de peut-être 2020 même. 2019 quand même, mais 2020. Moi, je suis de l'avis un peu aussi de Louis. C'est vrai que c'est moins catastrophique que les 2 dernières années. Enfin, plutôt comme je l'ai entendu là, 2019-2020. C'est vrai que 2021, il y a quand même des points qui sont marqués par l'écurie.
Et il y a un podium de George Russell à Spa, même si les circonstances de course, bon, Oui, il est sur voilà, tapis vert, ce podium, c'était mais bon, voilà, c'était voilà, encourageant, quoi. C'est une belle nouvelle pour les clubs. la symbolique est là. Donc, c'est vrai que je ne m'attendais pas à grand-chose de la part de Williams en ce début de saison. Peut-être faire quelques coups d'éclat. Et Albon l'a très bien fait en Australie, puisqu'il marque les points. Donc voilà. Mais c'est vrai que du côté de Latifi, bon, à part l'accrochage qu'il a fait avec Lance Stroll en Australie, j'ai pas retenu grand-chose de la part du pilote canadien. Alors, c'est pas, je tire pas à balles réelles sur lui, mais bon, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, on attend quand même un peu mieux, sachant qu'il a été capable de marquer des points déjà. On attend un petit peu mieux de la part du Canadien. Et c'est vrai que pour construire une équipe un peu plus fiable, c'est l'avis peut-être de remplacer Latifi par un autre pilote. Ce qui n'empêche pas que Latifi pourrait être un très bon pilote dans une autre catégorie, comme Louis l'a souligné, hein. Mais là, ça devient un petit peu compliqué pour lui de suivre le train. Je voulais juste rajouter, oui, que Albon, il avait été, je trouve, quelqu'un qui a fait un an de pause, de revenir avec un, je trouve qu'il a un niveau quand même solide. Il a fait des très bonnes courses, les 2 fois où il a mis des points. Ouais, lui, par contre, je mettrais même par rapport à la Williams, je mettrais même un 14/20, il le méritait, je trouve. Alors que Latifi, ouais, je pense qu'il n'a plus sa place en Formule 1, c'est sûr. Et Albon, très content pour lui. Ouais, ouais, enfin, ça me permet même de rajouter, oui, c'est vrai qu'Albon, après la pige qu'il a fait en DTM euh, l'année dernière, il, il montre que oui, il a le niveau pour rester en Formule 1. Bon, c'est vrai que sa voiture ne lui permet pas de tirer profit de son talent, mais ouais, il fait le job. Pour moi, il fait le job. Même comme si je le dis, la voiture ne lui permet pas de scorer des points régulièrement. Il fait le job et voilà, je pense qu'il y a une bonne dynamique à créer autour de lui pour que Williams puisse revenir dans les, dans les meilleures positions qu'elle est actuellement. Donc voilà. Ainsi s'achève le conseil de classe, donc des bons élèves, des élèves moyens, des mauvais élèves. On espère que ces derniers pourront se rattraper, pour ceux qui sont mauvais, pourront se rattraper au cours de la deuxième partie de la saison. Ceux qui sont bons, il faut qu'ils restent bons. Et ceux qui doivent s'améliorer, on espère qu'ils pourront s'améliorer. Le conseil de classe de Formule 1, ce conseil Formule 1 est donc clos et on va pouvoir passer rapidement à la dernière partie sur le petit teasing. On va teaser le prochain Grand Prix donc, qui aura lieu sur le circuit de Spa-Francorchamps à la rentrée de cette pause estivale. Donc, le Grand Prix qui se déroule sur le circuit de Spa-Francorchamps n'est autre que le Grand Prix de Belgique, qui est donc la prochaine manche du championnat du monde. D'un point de vue historique, le Grand Prix de Belgique s'est déroulé sur plusieurs circuits. Alors, on a eu d'abord il y a eu un circuit à côté de Bruxelles, mais je ne vais pas prononcer le mot parce que j'ai peur de l'écorcher, donc je ne veux pas me prêter à ce jeu-là. On a eu le circuit de Nivelles et Zolder, donc le circuit de Zolder qui est notamment connu pour un des épisodes sombres de l'histoire de la Formule 1, qui n'est autre que l'accident et le décès de Gilles Villeneuve, le petit prince de la F1, au volant de sa Ferrari en 1982. Et on a eu donc du coup Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps était déjà au calendrier inaugural, je dirais, de la Formule 1, puisque à partir de 1950, il était déjà il faisait déjà partie, entre guillemets, du Grand Prix des Grands Prix que faisait le championnat. Et en fait, jusqu'en 1970, il a été présent dans ce calendrier. Et puis à partir de 1970, ils sont partis justement pour Zolder parce que le circuit était trop dangereux, notamment pour tout simplement Jim Clark, qui était le recordman à l'époque de victoires sur ce circuit, et qui détestait ce circuit. Il était trop dangereux. Et donc, de 1970 à 1983, la F1 a fait une pige assez longue hein, à Zolder. En 1983, la F1 est revenue à Spa, avec un circuit dans la configuration que nous la connaissons aujourd'hui, à quelques détails près, un tracé d'un peu plus de 7 km, et donc qui est, depuis 1983, au calendrier donc de la Formule 1. C'est un circuit qui est réputé pour être très rapide, avec des passages célèbres comme la Source, le Rouge, le Raidillon, où on a vu certaines années des accidents assez spectaculaires, euh, Blanchimont, l'arrêt de bus et j'en passe.
Ce circuit, est aussi le lieu des premières puisque si on regarde dans l'histoire de la Formule 1, et beh, c'est le lieu du premier Grand Prix de Michael Schumacher en 1991 avec la Jordan. C'est également aussi le lieu de la première victoire de Michael Schumacher, toujours lui, au volant du Benetton en 1992. C'est également le premier Grand Prix qu'a remporté Charles Leclerc en 2019, dans un contexte très lourd que l'on connaît et je ne vais pas rentrer dans le détail, 24 heures après l'accident d'Antoine Hulbert et le premier podium également de George Russell en 2021 avec sa Williams, même si on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, il y avait un contexte un peu particulier, la météo et donc en fait, on a fixé un podium, heu, sur la base de la grille de départ, alors que bon, je pense qu'il n'y avait pas lieu de faire ce Grand Prix n'aurait pas dû avoir lieu, on n'aurait pas dû faire un classement dans la mesure où il n'y a pas eu de Grand Prix tout simplement, il y a eu que des tours derrière la voiture de sécurité. Pour finir sur le point historique, c'est un Grand Prix qui a été absent 2 fois, au cours de l'époque moderne, donc en 2003 à cause d'une loi anti-tabac passée en Belgique. À l'époque, le Grand Prix était sponsorisé par Marlboro. Désolé, je dis la marque, je devrais pas, mais bon, voilà, c'est à cause de ce cigarettier en particulier que et donc de la loi qui prohibait ce cigarettier que le Grand Prix n'a pas eu lieu. Et en 2006, la manche, dans les Ardennes ne s'est pas faite non plus puisque, le circuit a connu d'importants travaux. Donc, on n'a pas pu, finir dans les temps ces travaux et donc la manche est revenue en 2007. Je dis ça parce que c'est un Grand Prix qui pourrait être en danger, pour le calendrier de la saison prochaine, au même titre que Paul Ricard, heu, un Grand Prix Mexique qui pourrait, laisser sa place à des circuits, plus prestigieux mais moins passionnants comme Las Vegas et c'est un circuit que souhaite notamment Max Verstappen, c'est un Grand Prix que le champion du monde souhaite, voir une nouvelle fois, encore pour le calendrier et la saison prochaine. Donc voilà, affaire à suivre. En ce qui concerne, cette saison en particulier, plus précisément, je veux dire, pardon, le Grand Prix aura lieu donc le dimanche 28 août et il sera à suivre comme d'habitude sur les ondes de Canal+ et la F1 TV. Les horaires n'ont pas été encore dévoilés, mais c'est, donc ça sera le 28 août et il me semble que ça sera aussi diffusé en clair sur TF1, puisque à l'époque, enfin même les années précédentes, le Grand Prix était diffusé sur, les chaînes privées et publiques. Donc voilà, c'est le petit point que je voulais faire, sur le Grand Prix de Spa. Est-ce que vous vous sentez, messieurs, pour faire un petit pronostic ou, c'est bien trop tôt et on verra, ce que nous réserve, ce Grand Prix? À part, une victoire de Max Verstappen, j'ai pas de pronostic. Moi non plus, je pense un peu trop tôt, faut voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines, même, bon, ça, à la pause, il va rien se passer de particulier, mais là, je suis incapable, de prédire quelque chose, on va dire. Mais bon, là, c'était déjà bien d'avoir fait le bilan de cette première partie, c'était vachement sympa. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai pas non plus de pronostic particulier, mais c'est vrai que cette 1re émission hors série de Formule Campus, était vraiment très bien. J'ai vraiment apprécié faire cette émission, débattre avec vous. J'espère qu'il en sera de même pour, les personnes qui vont écouter ce podcast et on remercie d'ailleurs, les personnes qui sont, fidèles à notre émission depuis le début. Ça nous fait, vachement plaisir et donc c'est ainsi que le drapeau damier va s'abattre sur cette, émission hors série de Formule Campus. Je le répète encore une fois, j'espère qu'elle va vous plaire. On a pris beaucoup de plaisir à la faire, donc je pense qu'il n'y a aucun problème pour que cette émission vous plaise. On va prendre aussi un peu de vacances, on va faire comme, le championnat du monde de Formule 1, on va faire une pause estivale. On se retrouvera après, cette pause et donc vraisemblablement pour, pour débriefer le Grand Prix de Belgique et parler donc des autres actualités des sports mécaniques. On aura le temps de d'en parler un peu plus en détail dans la prochaine émission. D'ici là, suivez, un petit peu de pub également pour notre chaîne. Suivez-nous sur Instagram, on vous mettra en détail si on fait une émission après le Grand Prix de Belgique ou pas, ou un peu plus tard. Donc voilà, vous serez, avertis de nos prochaines activités. On met également aussi quelques posts concernant, des actualités qui touchent au sport mécanique de près ou de loin. Donc voilà, vous pouvez suivre, notre page Instagram, Formule Campus tout simplement. D'ici là, je vous souhaite, une excellente soirée. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Peut-être un dernier mot à dire avant de Bah, merci, j'ai pris, beaucoup de plaisir et il me tarde la prochaine émission parce qu'il y aura sûrement beaucoup de choses à parler, que ce soit sur le Grand Prix, mais aussi sur tout ce qui se passe pendant cette trêve.
Et là, on est que le 2 août et ça part déjà dans tous les sens. Donc au 28 août, ça devrait être encore plus fou. Eh bien, plaisir partagé. Et oui, c'est vrai que les rumeurs un peu folles qui se passent dans le monde le petit monde de la Formule 1 fusent à toute allure en ce moment. Et donc, je pense que ce sera plus judicieux de faire un point sur ça une fois que ces dernières se seront tues, entre guillemets, ou se seront confirmées. Donc, merci encore à ceux qui nous suivent. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce podcast. Continuez à suivre les aventures de Formule Campus sur nos réseaux sociaux. Et bien évidemment, Formule Campus, c'est encore et toujours sur les ondes de Radio GMT. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures.